Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Une fois de plus, je reçois sur ces plateaux de Télé 7 le professeur Kamana qui est président de Pôle Institut, qui est une institution de réflexion et d'analyse de Goma, bien que je ne suis pas d'accord avec eux sur certains problèmes, certains points. Je pense que la liberté intellectuelle, la liberté de la pensée exige assez qu'on se parle toujours avec lui. Bonsoir professeur. Bonsoir. Prof, notre entretien sera sur la fin de la guerre à l'est du Congo. Pour ceux qui nous suivent, on voudrait savoir comment vous analysez cette fin brusque, parce que la guerre qui a fait, on peut dire, plus de 15 ans, jusqu'à 19 ans à peu près, et dans 3 jours, la guerre a été déclarée terminée, professeur. C'est bien de dire la guerre a été déclarée terminée. Cela doit nous amener à réfléchir. Quand nous parlons de la fin de la guerre de l'Est, de quoi parlons-nous? Et s'il y a fin, quels sont les nouveaux enjeux de réflexion sur lesquels nous devons concentrer notre attention aujourd'hui? Depuis que je suis arrivé ici à Kinshasa, il y a une atmosphère de liesse, de fête dans toutes les catégories de la population pratiquement, où l'on parle de la défaite du M23 et du triomphe de nos forces armées qui montent progressivement en puissance. J'ai souri devant cette naïveté sur la signification de la fin de cette guerre. Vous voulez dire que les gens ne peuvent pas fêter la fin de la guerre? Je me demande ce qu'ils fêtent effectivement, parce que j'ai un regard historique sur les rébellions au Congo. Les gens ont aujourd'hui oublié que dans les années 63-64, Moulele, Soumialo, Beignet, Kabila avaient pratiquement les 3/4 du pays entre leurs mains. Et le schéma qui s'applique aujourd'hui s'était appliqué à ces moments-là. Et quel était ce schéma? C'est l'intervention des Nations Unies, le recours à des armées étrangères, et le poids, je dirais, des mercenaires, et tous les belligérants rebelles ont été boutés hors du territoire national. Quel a été le résultat de cette période-là? Nous avons eu Mobutu, 32 ans de dictature et un régime, un pays ruiné. Mais prof, là, il y a un problème quand vous dites, vous comparez la rébellion de Moulele à cette rébellion M23, pardon. Mais la rébellion de Moulele et les autres, c'est une rébellion qui est venue de l'intérieur du Congo, ça ne venait pas de l'extérieur, comme aujourd'hui, avec un 23 qui a le soutien du Rwanda, de l'Ouganda, avec toutes les multinationales. Ne regardons pas d'abord cette dimension. Oui. Regardons tellement le schéma de l'intervention étrangère et de son poids. Si on regarde ce schéma-là, de deux choses, l'une s'accomplira. Ou ceux qui ont décidé de la fin de cette guerre sortent de leur chapeau un nouveau Mobutu pour 30, 40 ans, avec la ruine du pays à la fin, ou ils décident qu'il y ait un changement réel dans la vision de la manière de gérer le pays, avec une élite nouvelle, consciente des enjeux de l'avenir du Congo, les enjeux géostratégiques, politiques, économiques, culturels, d'un nouveau Congo qui émerge. Et à ce moment-là, on entre dans une nouvelle direction. Ça veut dire, nous sortons d'une guerre stupide, du M23, FARDC, Rwanda, Ouganda, dans une guerre qui est maintenant la nôtre, pour savoir est-ce que nous entrons dans la possibilité d'une nouvelle dictature ou nous entrons dans la possibilité d'un changement qui fasse de nous un grand pays. C'est cette guerre-là qui m'intéresse,
Parce qu'à ce moment-là, nous revenons à ce qui aurait dû être notre guerre depuis toujours, la capacité de construire un Congo qui soit un grand pays dans le monde d'aujourd'hui, avec des forces intellectuelles, politiques, économiques capables de nous sortir de léthargie, des immobilismes et des pathologies que nous avons connues. Je suis heureux que nous soyons ramenés à cette guerre-là. Parce que la guerre du M23 nous a fait perdre de vue que la grande bataille était la bataille de l'émergence de notre pays au plan international en fonction de ce que nous représentons du point de vue géostratégique et du point de vue du poids économique que nous avons. Alors nous avons passé tout ce temps avec le M23 et maintenant que on peut dire que c'est fini, alors il faut en conclure que la vraie bataille commence ou le changement ou la dictature. Que choisissons-nous et comment devons-nous nous organisons pour que les changements prennent le pas sur la dictature. C'est ça la grille que je veux appliquer pour comprendre maintenant ce qui s'est passé. La liesse, la joie que je vois partout ici. Pourquoi ça me fait sourire? Parce que moi, j'étais à Goma quand le M23 a pris Goma. Et j'ai vu comment ça s'est terminé. Un ordre est venu de quelque part pour dire quitter. Et à ce moment-là, j'avais posé la question. Pourquoi celui qui a donné l'ordre au M23 de quitter Goma ne lui donne pas l'ordre d'arrêter la guerre et de partir tout simplement? On n'avait pas compris ma question à ce moment-là. Jusqu'à ce qu'en 3 jours, c'était terminé. Quelqu'un a donné le même ordre qu'on avait donné. Alors, qui est ce quelqu'un? Quelles sont ses intentions? Nous devons maintenant analyser. Parce qu'on parle de la victoire militaire, comme s'il y a eu véritablement victoire militaire. Il y a eu ordre du retrait du M23 pour des enjeux géostratégiques que nous devons analyser. Nous ne sommes pas des militaires, nous sommes des intellectuels. Nous devons analyser les enjeux stratégiques et géostratégiques de la situation. Et mon hypothèse, c'est qu'il y a une autre vision géostratégique du Congo qui tranche avec la vision qui nous a amenés à la guerre AFDL, RDC, RCD, CNDP et maintenant M23, qui, nous le savons, venait d'une décision de l'équipe Clinton, qui avait une vision géostratégique qui n'est pas celle de l'équipe Obama aujourd'hui. Alors, nous sortons de cette période-là. Nous entrons dans une nouvelle période. Il faut nous concentrer maintenant sur les possibilités, les atouts que cette nouvelle période nous donne pour penser les problèmes du Congo et pas célébrer une victoire dont on n'analyse pas les enjeux. Et moi, j'aimerais que les enjeux soient les enjeux du changement aujourd'hui. Et cela, nous devons nous concentrer pour penser ces changements, les acteurs de ces changements, les enjeux de ces changements, les utopies de ces changements, le nouveau rêve congolais d'un changement qui fasse de nous un grand pays. C'est cela. Mais est-ce que, professeur, en voyant toute cette élite, toute cette classe politique, que ce soit de l'opposition, tout comme celle qui est au pouvoir, vous pensez que réellement les changements peuvent s'opérer? C'est là qu'il faut donner un contenu au changement. Je remarque plutôt que nous avons eu les concertations nationales avec l'idée d'un gouvernement de cohésion nationale présentée comme la perspective d'émergence d'un Congo nouveau. Mais il n'y aura pas de Congo nouveau avec les mêmes acteurs, la même structure mentale, les mêmes institutions qui ont conduit le pays à sa faillite actuelle. Il faut alors penser les changements en termes d'émergence de nouvelles forces capables de s'engager dans la construction de nouveaux Congo. Mais où sont ces nouvelles forces? Comment les constituer? Avec quelles institutions? C'est sur ça qu'il faut porter notre attention. Parce que, je dirais, les anciennes structures
je pense qu'il faut les considérer comme des structures du passé. J'aime toujours raconter cette histoire de rencontre entre Nixon et Pompidou, quelque part là, dans les Açores, il y a quelques décennies. La France avait à ce moment-là un grand avion, le Concorde, qui était l'avion extraordinaire de cette époque. Pompidou est venu avec cet avion-là. Et en face, le président américain Nixon est venu avec un petit avion militaire. Et les Français étaient fiers de dire « Ah, nous avons apporté là-bas notre savoir-faire ». À la fin de leur rencontre, Nixon a dit à Pompidou « Monsieur le Président, j'ai vu votre avion Concorde ». Et les Français étaient très contents de dire « Nixon reconnaît la supériorité de l'aéronautique française ». Mais qu'est-ce que Nixon savait? Il savait que dans les 15 jours qui venaient, les Américains renouveler, changer la conception même des avions avec la technologie des microprocesseurs. Ce qui faisait que les Concorde étaient le plus grand avion, mais du passé. Et les avions qui venaient, c'était une nouvelle génération. Nos hommes politiques aujourd'hui, c'est comme les Concorde des Français, là. C'est l'ancienne génération. Il faut arriver à une nouvelle génération de Congolais ambitieux, déterminés, motivés, et qui fassent de ces pays ce qui doit être un grand pays, la locomotive de l'Afrique. Ça a été toujours notre vocation. Voilà la guerre vraie que nous devons mener, c'est faire émerger dans ces pays une nouvelle élite capable de prendre les choses en main et de conduire le pays sur la voie de la puissance et de la grandeur. Oui, prof, revenons un peu sur la guerre dans les Grands Lacs. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à cause de chefs d'État, soit qui sont militaires, qui sont devenus civils, que ce soit au Rwanda, ici chez nous, tout comme en Ouganda, cela empêche à ce que l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs trouve une paix durable, parce qu'un militaire, c'est d'abord faire la guerre et non pour négocier avec l'adversaire politique. C'est pour cela que je parle du Concorde. Tous ces chefs d'État-là, c'est l'ancienne, c'est Concorde, c'est l'ancienne génération. Il faut de nouveaux chefs ayant de nouveaux microprocesseurs et des logiciels mentaux différents qui entrent dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, où les enjeux réels sont des enjeux économiques. Gagner les marchés, construire la puissance et faire un peu comme aujourd'hui les dragons asiatiques, ou même les BRICS, ou la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique, ceux qui comprennent que les batailles de l'avenir sont les batailles de la construction du bien-être et de la capacité de donner à son peuple un standing de vie qui soit un standing respectable dans le monde. Moi, j'ai vu un spectacle incroyable ces jours-ci. C'est de voir le président de la République sur la route entre Kisangani et Bunia, embourbé complètement avec sa Jeep, et on tire. Donc le président voit quel est l'état réel du pays. Et puis, il arrive à Bunia, le peuple danse, exulte, en oubliant qu'il n'y a pas de route, en oubliant qu'il n'y a pas d'électricité, en oubliant que le système de santé est complètement catastrophique, en oubliant que nous n'avons pas un système d'éducation capable de nous faire entrer dans le monde d'aujourd'hui. Mais ils dansent quoi? Est-ce la faute au peuple ou la faute aux élites qui comprennent la situation, mais qui pour la plupart cherchent à manger? C'est notre faute à tous. Il y a une dimension de l'incapacité de l'élite congolaise aujourd'hui à penser les problèmes du Congo et à trouver des solutions aux problèmes. Ça, c'est manifeste. C'est tous les débats autour du leadership catastrophique du Congo aujourd'hui. Mais il y a aussi, entre ces élites dirigeantes et le peuple, la classe intellectuelle qui est représentée par la société civile, par des professeurs d'université, toute cette classe-là n'a pas non plus une stratégie pour donner au Congo les forces qui sont les siennes en vue de l'avenir. Et puis il y a le peuple lui-même qui donne l'impression de ne pas comprendre qu'il est
en plein problème et qui doit aussi poser aux autorités les vrais problèmes qui doivent être aujourd'hui analysés. Ce n'est pas normal qu'on soit devant le chef de l'État à un moment pareil de notre histoire, à un tournant que l'on considère comme la fin de la guerre, et puis de ne pas lui parler des problèmes réels. Je viens de Butembo. J'ai vu, on croirait que la ville de Butembo est une ville qui vient de sortir de la guerre quand on regarde l'artère centrale, leur boulevard à eux là-bas. Après la pluie, mais vous avez l'impression que c'est vraiment des lacs, petits lacs qui sont sur la route. Mais quand le chef de l'État arrive, on ne lui rappelle même pas qu'il avait promis une route. En 2006, pendant les élections, on ne lui rappelle pas que la ville est économiquement en pleine catastrophe parce qu'il n'y a pas de stratégie économique digne du peuple comme le peuple nan de Butembo. Et le plus incroyable, je suis allé à l'aéroport, à l'aérodrome de Butembo, j'ai vu là où vivent nos militaires à l'aéroport. Mais on se croirait à l'âge de la pierre taillée, avec des huttes, de la pierre taillée, et ils sont là-bas, et le président vient, on est en liesse, on dit... est-ce que, professeur, est-ce que ce n'est pas la faute à nos amis occidentaux, qui pour la plupart préfèrent avoir un Congo faible, comme ça on peut piller? Oui, mais là, je répondrais, si j'étais un occidental, c'est de bonnes guerres. S'il y a un pays comme ça que l'on peut exploiter, c'est de bonnes guerres de l'exploiter, de l'affaiblir. Mais c'est à nous, Congolais, de refuser d'être affaiblis, fragilisés, instrumentalisés. En fait, traités comme un peuple de rien du tout, comme un peuple de zombies. Et ça, je reviens au thème de la guerre. Ça, c'est la vraie guerre que nous devons faire maintenant. L'autre était une guerre stupide. Qu'elle soit terminée, c'est la fin de la stupidité et j'espère que maintenant, nous allons nous engager dans les vrais débats sur les pays. Or, j'ai vu au Parlement, à la télévision, la question orale face à notre ministre des Affaires étrangères sur Kampala. Les députés défilaient après l'intervention du ministre, mais en tenant le même discours, je dirais, de haine, le même discours de la fausse joie, de mon point de vue, le même discours d'une liesse qui ne voit pas où sont les... À aucun moment, on comprend qu'on est à un tournant de notre propre histoire et qu'à l'Assemblée nationale, les vraies questions doivent être suscitées, non pas par rapport au M23 ou par rapport au Rwanda et à l'Ouganda, mais par rapport au Congo. Parce que le problème, il est en nous. Il n'est pas du côté du M23, ni du côté du Rwanda, ni du côté de l'Ouganda, qui jouent les jeux de notre faiblesse et qui, face à un pays faible, jouent leurs intérêts. Je dirais que c'est normal pour tout pays. Vous-même, si vous voyez un fou en train de jouer à côté d'une colline d'or, mais vous éliminez le fou, vous vous emparez de l'or parce que vous en connaissez la valeur. Mais le Congo, nous donnons l'impression de ne même pas connaître la valeur réelle des richesses qui sont les nôtres. Nous avons le coltan. On sait très bien que c'est l'économie de l'avenir, le coltan. Mais est-ce que vous avez entendu que nous avons une politique d'exploitation industrielle du coltan? Est-ce que nous avons une politique... Mais prof, quand vous parlez là, oui. On a connu la Banque mondiale ici avec les trois... comment on appelle ça encore, ce ne sont pas des lois, mais vous avez eu un document sur les mines. Oui. Sur l'agriculture, sur les fonciers, un document sur le pétrole conçu par la Banque mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce qui nous arrive ici, c'est la faute à nous ou bien la faute à la Banque mondiale? Parce que les droits, on appelle pas les droits miniers, c'est quoi encore ici on avait fait quelque chose par la Banque mondiale de mines. Oui. Je pense que le nom m'échappe parce que... Oui, mais je sais que sur les mines, il y a eu un grand débat. Le code minier. Le code minier a été conçu par la Banque mondiale. Et dans ce code minier, le Congo ne gagnait rien. C'était les multinationales qui prenaient tout. Aujourd'hui, ça ne marche pas, ils sont des Congolais. Est-ce que ce n'est pas la Banque mondiale
et les fonds monétaires qui sont à la base de cette catastrophe économique que nous connaissons. Ça ne veut pas dire que les Congolais ne sont pas responsables. Oui, ça dépend maintenant de quelle dimension. Est-ce que les Congolais sont responsables à 100%? La vraie responsabilité d'un peuple, hein, c'est sa capacité à empêcher qu'on le prenne pour un peuple idiot. Quand vous lisez les livres critiques écrits par les anciens fonctionnaires de la Banque mondiale, les gens comme les Stiglitz, hein, et que vous analysez le fonctionnement réel de ces institutions internationales et leur vision du monde, vous comprenez qu'on ne peut pas faire confiance à un code minier bâti sur cette vision du monde. Nous devrions, en tant que peuple, en tant que gouvernement, refuser la tutelle d'une telle institution en cherchant des réponses qui correspondent à nos intérêts réels. Pourquoi avons-nous accepté ça? Pourquoi avons-nous accepté que ces codes miniers nous soient si défavorables, mais que nous signions quand même à tout ce qui est proposé là-dedans? J'ai vu, je vous donne le groupe qui s'est occupé de l'économie aux concertations nationales. Hein. Mais ils ont fait un rapport calamiteux sur la situation des richesses, hein, et des minières, de leur utilisation. On se rend compte que nous ne sommes pas maîtres chez nous et que l'État n'a pas la possibilité de concevoir une politique qui nous enrichisse. Mais à ce moment-là, il faut dire non, il faut refuser, il faut rompre, il faut rediscuter, il faut s'imposer comme un peuple capable de parler. Non, mais je pense qu'il y a quand même une cassure entre l'élite qui est au pouvoir et la population. Je pense que c'est que l'élite qui est au pouvoir n'engage pas le peuple. Ce qu'il fait, c'est qu'il signe n'importe quoi, il accepte n'importe quoi. Très bien. Mais à ce moment-là, disons, voici notre guerre. C'est contre une élite capable de signer n'importe quoi en notre nom. Que, au moins dans la classe intellectuelle, qu'on éclaire la population par tous les moyens nécessaires sur les enjeux réels de ce que nous signons, pour que les gens sachent que nous ne sommes pas maîtres de nos richesses. Mais professeur, est-ce que la classe intellectuelle fait son travail? Est-ce qu'on ne voit pas que tout le monde est de l'autre côté en train de manger? Et une bouche qui mange ne parle pas quand elle est pleine. Mais très bien, mais à ce moment-là, vous revenez à la thèse de notre responsabilité. Chaque fois que je parle du Congo, que j'utilise les mots imbécilité, les gens disent que j'insulte, que j'exagère. Mais comment on appelle une situation pareille, sinon une situation d'imbécilité généralisée? Voilà encore contre quoi nous devons lutter. Or, les élites intellectuelles aujourd'hui ont accepté de se laisser imbéciliser, ont accepté d'être au service d'un système, hein, qui, tout simplement, leur permet de manger un peu. Mais est-ce qu'un peuple, c'est le ventre? Est-ce qu'au-delà du ventre, il n'y a pas des enjeux forts autour desquels nous devons nous mobiliser? L'enjeu de l'éducation, par exemple. Hein, l'enjeu même de ce qu'aujourd'hui nous appelons la révolution de la modernité. Mais la révolution de la modernité, c'est moderniser les mentalités et en même temps moderniser nos structures pour être un pays capable de, ne fût-ce que des routes. Vous imaginez que notre président est coincé dans la boue sur une route de notre pays. Mais c'était normal, parce que ce M23 avait occupé l'Est pendant plusieurs mois. C'est normal parce que depuis que la guerre a commencé, les troupes rwandaises ou ougandaises ne sont jamais parties de l'Est. Oui, mais est-ce que dans ces conditions, on pouvait refaire des routes? Non, je peux vous rappeler que nous avons 53 ans d'indépendance, hein, oui. Et que Mobutu en a eu 32 où il aurait pu construire des routes. Et deuxièmement, ce n'est pas seulement l'Est qui pose ces problèmes d'infrastructure. C'est toute la nation, tous les territoires nationaux. Regardez les rapports des députés quand ils reviennent de leur base et qu'ils parlent des questions réelles de notre peuple. À ce moment-là, on se rendra compte qu'ils devraient conclure eux-mêmes qu'il faut un changement radical des politiques et un changement radical d'élite pour qu'on réponde aux questions de ces peuples-là. Il n'est pas normal de mettre maintenant la responsabilité sur les rebelles, alors que nous pouvions concevoir une politique qui empêche la rébellion.
Laquelle, par exemple, qui peut empêcher la rébellion? Parce que cette rébellion, c'est conçu, vous venez de le dire, par Clinton avec ses multinationales qui avaient un objectif d'imploser les pays ou bien les balkaniser. Bien que dans Paul Institut, tu n'es pas tellement d'accord avec mon point de vue. Oui, là-dedans, il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont et avec la lucidité nécessaire. Cette guerre, bien sûr, nous savons d'où elle est venue, comment elle a évolué et dans quelle intention elle a été conduite. Mais ce qui m'intéresse, c'est notre réaction à ce savoir sur la guerre. La réaction aurait dû être d'abord la réforme de notre armée. Combien de temps avons-nous mis avant de mettre sur pied une armée capable de se battre? Mais il y a un problème, oui. Parce que quand on regarde, prenons le cas de mixage et brassage, ça a été conseillé par les Occidentaux, j'irais même imposé pour nous infiltrer. Est-ce qu'on peut dire que les Congolais étaient responsables? Parce que je vous prends un exemple, il y a eu une photo entre John Numbi et Nkunda à l'est du pays. Oui. On a eu cette photo. Je me souviens de cette photo. Et quand on a publié, les gens de la MONUSCO appelleraient à la présidence pour dire mais nous on avait demandé qu'on garde cette photo, comment c'est sorti. Vous voyez un peu, pour voir que ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir qui décident, mais les maîtres du monde décident à leur place. Et quand ça ne marche pas, oui, c'est la faute aux Congolais. Alors pourquoi sont-ils au pouvoir s'ils ne sont pas capables de défendre les intérêts des nations? Mais on les a mis là pour ça. Oui, mais on les a mis pour ça, oui. Alors pourquoi nous ne les enlevons pas, nous les Congolais? Mais, professeur, oui. vous savez que la machine capitaliste est très puissante. Vous connaissez très bien. Très bien, mais je connais, aussi des peuples qui ont décidé de ne pas faire le jeu de cette machine capitaliste. Mais c'est comme ça que quand vous regardez de plus près, c'est comme ça qu'on a utilisé l'Ouganda, le Rwanda, avec nos frères un peu rwandophones qui sont à l'Est, qu'on utilise maintenant par les capitalistes pour piller le Congo. Oui, mais le problème à ce moment-là, on a pillé un Congo en plein désordre, en pleine décomposition. C'est-à-dire le Congo qu'on a attaqué de l'extérieur. Je crois que le Rwanda nous considère toujours comme un pays idiot. Oui. Parce que au Rwanda, l'idée dans l'imaginaire des politiciens rwandais, c'est que nous sommes un pays dirigé par une élite qui est incapable de prendre au sérieux les intérêts de son propre peuple. Oui, mais c'est ce qu'ils savent. Nous savons ici qu'à travers les brassages et toutes les négociations, Kagame et Museveni nous ont infiltrés. La plupart des Rwandais sont ici chez nous, ce qui empêche à ce que les pays fonctionnent. C'est bien connu. Oui, mais si c'est bien connu, pourquoi ça marche quand on connaît? C'est pas possible. Mais les pauvres maintenant, quand on commence à dénoncer en disant qu'il y a des Rwandais ici, vous entendez la communauté internationale, oh non, vous êtes contre le Tutsi, vous êtes contre le Tutsi. Ça, le discours qu'on contient. Non, mais le problème, en fait, il ne faut pas faire l'amalgame entre, je dirais, la question Tutsi au Congo et la manière dont l'État est géré. La question Tutsi, c'est une question congolaise de la manière dont nous devons gérer le problème des nationalités, des minorités, et de la capacité de les mettre au cœur du mécanisme congolais. Non, le problème, ce n'est pas la question d'électricité comme la plupart de chercheurs, idéologues occidentaux le disent. Parce que quand on a décidé de faire la guerre à la RDC, ce n'est même pas les Tutsis. Ce sont les Occidentaux, en particulier Bill Clinton, qui a décidé de faire la guerre, mais en instrumentalisant les Tutsis. Mais j'ai dit seulement... il n'y avait pas un grave problème qu'on ne pouvait pas résoudre. Non, enlevons d'abord à cette question-là. Regardons maintenant le leadership congolais dans sa manière de gérer les choses. C'est hier que j'ai lu, ou avant-hier que j'ai lu dans le potentiel un article qui dit la fin de l'AFDEL. Exactement. Alors, que signifie la fin de l'AFDEL? Ça signifie la fin du cycle de guerre qui était imposé au pays parce que le pays était fragile, incapable de se défendre. Et que nous avons eu beaucoup de Congolais dans le coup et que les représentants actuels du gouvernement, sont quand même de pas seulement, quand on dit la fin de l'AFDEL, c'est la fin de l'occupation du Congo, la fin de la domination du Congo par les Rwandais et l'Ouganda. C'est ça l'essence de l'article du potentiel. Oui, mais c'est plus encore pour moi. C'est la fin d'une logique des Congolais qui ont trahi leur propre pays en répétant à tout moment que Mzee Kabila avait dit ne jamais trahir son pays. On le dit au moment où on trahit le pays.
C'est-à-dire, quand on fait la politique que l'on fait aujourd'hui, Ouais. quand on regarde le manque de solidité de nos stratégies économiques par rapport à la reconstruction de ces pays, on dit, mais les traîtres, c'est eux qui crient contre la trahison. Oh, mais les traîtres qui sont mis par les Rwandais et l'Ouganda. C'est ça la vérité. Je dirais... Parce qu'on voit très mal des Congolais sérieux peuvent laisser ces pays dans cet état, professeur. Même si ils n'ont pas beaucoup étudié, je vois très mal parce que les Kassavubu, les Lumumba et les autres n'avaient pas fait beaucoup d'universités, mais ils ont fait comme quelque chose pour ces pays. Oui, mais moi je regarde le pays aussi du point de vue de son peuple. Hein. Que faisons-nous? Mais le peuple a payé lourd, professeur. Vous oubliez que ça fait 6 millions de morts. Vous pensez que si ce peuple voulait rester dominé éternellement par les Rwandais et les Ougandais avec toutes ces missions nationales, il allait se faire tuer. Non. C'est en résistant qu'on a eu un génocide de 6 millions de Congolais. Oui, mais ce n'est pas de cette résistance-là que je parle. Hein. Je parle de la capacité de reconstruire son pays par ses propres forces. Je vous donne l'exemple d'une petite ville comme Goma. Hein. Alors, Goma, c'est une ville où, si nous le décidions, hein, il n'y a pas plus de 50 km de route à faire là. Que si nous le décidions, nous pourrions faire les routes avec les moyens du peuple. Quand je compare les... On va décider quand vous savez qu'à Goma, il y a plus de 400 ONG internationales, vous le savez très bien. Oui. Il y a déjà des ambassades de la Belgique et autres qui se trouvent là-bas. Vous pensez que c'était gratuit, que les Congolais acceptent de ne pas s'occuper de Goma pour faire des routes? Je parle d'une mentalité. Oui. La présence des ONG dont vous parlez, mais a créé toute une mentalité de dépendance incroyable. Hein? Mais c'est fait à dessein. Oui, mais alors, il faudrait qu'on réagisse, qu'on dise que nous n'acceptons pas d'être entretenus dans la mentalité de dépendance et dans l'incapacité alors de nous organiser pour pouvoir décider de notre propre destin. Combien aujourd'hui, dans la ville de Goma, le rêve, c'est d'être soutenu par une organisation non gouvernementale. Quand un peuple entre dans cette... vous étiez en Chine, hein, vous comparez les deux mentalités, et vous voyez très bien que les Chinois ont construit un autre type de mentalité. Mais pour le professeur, d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est en Chine, les jeunes gens qui nous accompagnaient, des filles, des garçons, ils avaient entre 21 ans et 28 ans. Nous, on était au moins plus âgés, mais ces jeunes gens, quand on parlait avec eux, tout était toujours positif. En disant le bonheur, le succès, la réussite. J'ai entendu trop peu de mots négatifs. Oui. Et quand on vient chez nous, c'est le contraire. Mais justement, pourquoi c'est le contraire chez nous? Parce que cet esprit d'optimisme et de créativité est entretenu par une politique globale. Et les gens ont appris que la manière dont vous parlez conditionne votre capacité d'agir dans la vie quotidienne. Mais chez nous, rien ne s'est fait dans le sens de nouveaux rêves congolais. Et je reviens au mot, notre bataille maintenant, hein, c'est celui-là. C'est celle-là. C'est de dire que désormais, au Congo, nous entrons dans une étape où, en tant que Congolais, nous rompons avec toutes nos pathologies. Et à ce moment-là, il nous sera possible de mobiliser le peuple sur leur capacité de construire le Congo aujourd'hui. Et pour cela, il faut s'en prendre à l'élite d'incompétence et à son incapacité à gérer le pays. Et il faut que les forces capables, les forces du changement, pour utiliser encore les mots, les forces du changement s'organisent pour construire ces changements. C'est une bataille idéologique, c'est une bataille de l'imaginaire, c'est une bataille de l'éducation du peuple congolais au changement comme tournant décisif aujourd'hui. La fin de l'AFDL, c'est ce tournant-là. Alors, il faut qu'on s'y mette tous. Il faut qu'on soit capable aujourd'hui de tenir auprès de notre peuple les discours du changement dans un tournant qui soit un vrai tournant et pas de faire danser le peuple dans une liesse factice sur la fin du M23. Terminons par cette question. Aujourd'hui, le Rwanda et l'Ouganda, de telle intervention
des Américains et seront encore à l'est du pays. Est-ce que vous ne voyez pas que les jours de M. Kagame et de Museveni sont comptés parce que c'est à cause de guerre à l'est que ces régimes totalitaires se maintenaient? Oh, vous savez, la politique mondiale est tellement complexe que parfois, quand on croit que tout est fini, d'autres choses recommencent en fonction des intérêts qui nous échappent. Qui aurait parié il y a un an que la situation que nous vivons serait celle du retrait de toutes ces forces de l'Est du pays? On n'aurait pas parié parce que tout allait dans le sens d'une occupation progressive du Congo. Mais maintenant, il faut s'attendre à des changements du même type, c'est-à-dire au surgissement de l'inattendu. Mais il faut préparer l'inattendu de telle manière, quand il surgit, ça soit à notre faveur. Je dirais, laissons le Rwanda et l'Ouganda s'occuper de leurs problèmes et occupons-nous des nôtres pour être un pays fort que personne n'oserait plus jamais attaquer. Mais or, le Rwanda a des gens infiltrés chez nous et l'Ouganda, ce sera très difficile de faire sans s'occuper du Rwanda. Oh non, en fait, ou pour le dire autrement, construisons une région d'Afrique centrale, ou même une Afrique qui empêche que des pays en attaquent d'autres, qui empêche que les enjeux économiques soient des enjeux de guerre. Construisons une Afrique où le marché soit ouvert. Entrons en fait dans la vraie guerre, je dirais, du libéralisme dans lequel, nous voulons aujourd'hui fonctionner dans les structures de la mondialisation en nous rendant forts au point de vue économique. Il faut une armée économique congolaise aujourd'hui. Il faut des industriels qui comprennent qu'ils doivent avoir l'ambition de faire du Congo un grand espace économique. Mais il y a un enjeu politique. C'est de faire du Congo une démocratie. Parce que j'ai toujours, c'est l'une de mes thèses fondamentales, c'est de dire une grande démocratie congolaise au cœur du continent, c'est notre arme. Mais tant que nous n'aurons pas organisé des élections crédibles, avec un pouvoir crédible, reconnu comme représentant le peuple qu'il a élu, tant que nous n'aurions pas fait ça, tant que nous serions dans le doute sur la légitimité de ceux qui nous gouvernent, nous serons toujours un peuple faible. L'enjeu politique, c'est de travailler à la démocratisation de toutes nos régions, en fait, à nous débarrasser de toutes les classes politiques actuelles qui sont des classes du passé et qui pensent en termes de guerre. Ça, il faut finir avec ça. Hein. Tous les pouvoirs qui pensent en termes de guerre, tous les pouvoirs qui pensent que régner, c'est faire écraser son peuple avec des mitraillettes. Hein. Donc ça, il faut sortir. Le pouvoir doit devenir aujourd'hui le pouvoir d'un peuple qui élit ses dirigeants, qui a confiance en ses dirigeants et qui libère son génie. Le génie du Congo, il est énorme. Hein. Le jour où nous serons une démocratie, avec un pouvoir que nous reconnaissons nous-mêmes, vous verrez ce qu'on fera de ce pays. Ok, prof, on arrive à la fin de notre entretien. Nous avons toujours l'espoir qu'il y aura une démocratie dans ce pays et le Congo sera le fer de lance du développement de toute l'Afrique. Je n'en doute pas. Ok, merci professeur. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Nous espérons que vous avez suivi le professeur Kamana, ses déclarations. C'est un débat intellectuel et libre. Chacun a ses positions, chacun a ses idées. Il faut savoir accepter nos différences. Une fois de plus, merci et bonsoir.